Alors, est-ce que pour vous, l'écriture, c'est un peu comme une musique? Oui, mais c'est pas non plus... c'est pas de la musique avant toute chose. Non, si, parce que alors c'est intéressant que vous disiez ça, parce que c'est justement ça, c'est l'art poétique de Verlaine, Oui. De la musique avant toute chose. Et que dit Verlaine à ce moment-là, en plus? Il dit préfère l'impair, plus soluble dans l'air, plus vague et plus soluble dans l'air. Et ça me renvoie à quelque chose que j'aime beaucoup, qui est le début de Voyage au bout de la nuit. Ça a débuté comme ça. Moi, j'avais jamais rien dit. Rien. C'est Arthur Ganat qui m'a fait parler. C'est presque une phrase mitraillette. Hein. Mais si vous la regardez après... Alors bien sûr, il a pensé à un certain nombre de choses hein, quand il écrit cette phrase. Ça a débuté comme ça, moi j'avais jamais rien dit, rien, c'est Arthur Ganat qui m'a fait parler. Vous savez, une première phrase, ça a débuté comme ça, moi j'avais jamais rien dit, deuxième phrase, une troisième phrase sur un seul mot, rien, et ensuite, une quatrième phrase, c'est Arthur Ganat, virgule, qui m'a fait parler. Et quand vous réécoutez ça, vous dites pourquoi est-ce que ce gars a interdit chez De Noël qu'on touche à une seule syllabe? Vous menacez de mort presque les correcteurs de Noël en disant vous ne touchez pas une syllabe, vous foutriez tout par terre. On se dit il exagère. Et puis on écoute cette première phrase. Et qu'est-ce qu'on écoute? Et bien on écoute du Verlaine. C'est-à-dire que ça a débuté comme ça, 7. Moi j'avais jamais rien dit, 7. Rien, 1. C'est Arthur Ganat, 5, qui m'a fait parler, 5. Que de l'impair. Que de l'impair. Et prend l'éloquence et tord-lui le cou, tord-lui son cou. Tout ce qu'il fait au début de Voyage au bout de la nuit, c'est dans l'art poétique de Verlaine. Tordre le cou à l'éloquence et utiliser l'impair plus vague et plus soluble dans l'air. Et c'est remarquable, parce que c'est aussi l'époque où ces gens-là ont encore, par l'école, par le lycée, des milliers de vers réguliers français, sinon latins, appris par cœur. On parlait de Gide tout à l'heure, Gide et Valéry, ou Léon Blum, des gens comme ça, tous ces gens de cette génération, et puis Céline et la génération suivante, connaissaient par cœur des milliers. Qu'est-ce qu'ils connaissaient par cœur? Donc des milliers d'alexandrins. Donc quand ils se mettent à écrire spontanément, ils écrivent une phrase sur 3, c'est du vers blanc. C'est le jour n'est pas plus pur que le fond de mon cœur. Et par habitude, ils écrivent en vers blanc. Donc quelle est leur première préoccupation? Parce que c'est horrible un vers blanc dans la prose. Ça fait un effet catastrophique. Ça fait machine à coudre. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font ce que Gide appelait gentiment commettre des impairs. Donc, ils cassent leur rythme pair parce que ça fait plaisir. Et donc ils font de l'impair. Et Céline fait la même chose, il fait de l'impair. Sauf que quand vous regardez de près encore Céline, il utilise l'impair, mais qu'est-ce qu'il fait avec ces impairs? Il fait 2 couples à gauche, 2 couples de 7, un pivot de 1 et 2 couples de 5. 7, 7, 1, 5, 5. Autrement dit, il utilise en même temps le binaire. Et donc il utilise le pair. La structure est pair, autour du pivot rien, et le rythme est impair. Vous voyez là, ce sont des romans, quand on les relit, on se dit, mais qu'est-ce que je vais encore trouver, ce salopard? C'est assez extraordinaire, ça laisse à chaque fois, ça donne envie. Alors, on regarde ça et puis on se remet à écrire, quoi, en disant, on n'est pas content. Mais vous, votre écriture aussi, elle est pleine d'humour, en même temps que, sans être remarquable, j'ai relevé quelques phrases. La satisfaction donnait à Thibault la tête qu'il aurait dans 30 ans. Et Max n'avait jamais croisé un type pareil, un physique de beau gosse, à peine 20 ans, et déjà une allure de Macron avec des idées de midinette. Ce type faisait pleurer les notes encore, et Max avait surnommé Rubato. Oui, Rubato. Ça, c'est des méchancés de pianistes entre eux. Hein. Mais vous êtes musicien parce que en plus de poète, dans Wittenberg, vous citez Schubert, La Belle Meunière, il y a une répétition. Et il y a tout un chapitre dans Savoir-vivre qui est consacré aussi à une répétition. Donc j'ai fait le piano assez tard. Après le lycée, pendant 12 ans, au moins. Et puis après, quand j'ai commencé à écrire des poèmes,
c'est pour prendre le temps, quoi. Donc il a fallu arrêter les 2 heures de piano quotidien pour faire des poèmes à la place. J'ai fait du piano assez longtemps. Mais en fait, la musique dans la famille, c'est plutôt ma fille aînée, qui est à la fois pianiste et prof de musicologie, donc c'est elle qui fait les choses sérieuses. Non, l'idée c'est la suivante dans mon rapport à la musique. J'ai toujours été déçu par la façon dont le roman, en général, parle de la musique. En gros, quand le roman traite de la musique, quand on met de la musique dans un roman, même chez Proust, hein, pourtant j'admire beaucoup, c'est le vieux truc, la musique sans les notes. La musique sans les notes. C'est-à-dire la musique par l'émotion qu'elle nous provoque. Comme si la musique ne pouvait pas avoir droit, dans le roman, à un rôle à part entière, mais qu'elle ne pouvait avoir sa place que par l'émotion qu'elle provoque en nous. Alors que quand Proust, par exemple, parle de théâtre et de jeu théâtral, il est extrêmement précis. Ou quand Thomas Mann parle également de théâtre ou d'autres activités humaines, ils sont extrêmement précis, sauf que dès qu'il s'agit de musique, ils deviennent vagues. Et je me suis toujours dit, si j'arrive à faire rentrer la musique avec son langage à elle, en montrant qu'elle a droit aussi à ses propres contradictions, à ses propres oppositions, ses propres incidents, ses propres dissonances, qu'elle n'est pas là pour remplacer le rôle salvateur de Jésus-Christ ou de la religion en général, parce que c'est souvent ce qu'on fait dire à la musique, hein. Ça va mal, on se conduit comme des cochons, heureusement il y a la musique. Et la musique intervient toujours pour une rédemption à la fin. Ce qui me paraît être un rôle un peu magique attribué à la musique, si on lui donne sa place à part entière, il y a des chances pour que la phrase de l'écrivain qui essaie de faire ça gagne à essayer de la représenter. Parce que c'est un vrai défi que la musique nous donne. Comment faire vivre, par là, c'est ce que j'ai essayé d'en savoir vivre, comment faire revivre une répétition entre des musiciens, entre une chanteuse et un pianiste, avec à la fois la tension qu'il peut y avoir dans un couplet d'amants, et en même temps la tension d'interprétation qu'il peut y avoir entre 2 idées différentes de la musique, et ce n'est pas un débat abstrait, ça va concerner la place d'une note ou le tempo de 2 ou 3 mesures. Et là, ça devient effectivement du sérieux. Et, bon, la grosse difficulté, c'est d'essayer de faire ça sans emmerder le monde non plus. Donc voilà, il faut essayer de construire des séquences assez rapides, mais où justement la musique peut avoir enfin la place qu'elle mérite. Voilà. Mais il faut aussi savoir, quand on fait quelque chose comme ça, que de toute façon, on enlève un 0 au tirage. Tout. Vous enlevez à la vente. Vous enlevez un 0 à la vente. Parce que les gens ouvrent, regardent, oh là. Oui. Bon, mais en fait.